Bonjour chers auditeurs et auditrices pour cette deuxième vidéo de ma part pour votre émission spéciale de diplomatie économique et de géostratégie économique africaine. L'on reviendra plus tard sur ce qu'est la diplomatie et la géostratégie africaine, mais pour aujourd'hui, nous allons nous attarder, ou plutôt revenir, sur le sujet de la diaspora, toujours autour de l'entrepreneuriat. Oui, c'est l'un des leitmotifs les plus courants, rabâchés à cette diaspora, à la diaspora, qu'il faille qu'elle retourne au pays pour reconstruire et pour y entreprendre, y créer des emplois et s'y installer de manière définitive. Je vous donne mon avis et vous dis tout dans cette vidéo. L'Afrique d'une seule voix, dans quelques instants, parlons pognon avec Patrice Nziassé-Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Vous êtes sur les ondes de l'Afrique d'une seule voix. Mon nom est Patrice Nziassé-Pognon et je vous présente l'unique émission africaine du web et de la radio qui vous parle économie et géostratégie sous le prisme du climat des affaires, business et entrepreneuriat dans le milieu des affaires, avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. En gros, nous parlons de diplomatie économique africaine. Nous parlons pognon, comme je vous l'ai indiqué à l'intro. Cette vidéo s'adresse à toute la diaspora. Et la diaspora, elle se compose bien sûr des Africains venant d'Afrique, du continent, mais aussi de ceux des Antilles. Oui, je souhaite représenter les Antilles, aussi appelées les Caraïbes, qui sont souvent les laissés pour compte dans toutes ces vidéos qui s'adressent à la diaspora, où l'on parle investir au pays, Back to Africa. Je suis moi-même originaire de la Guadeloupe, mais très investi sur le continent africain et pour le continent africain. Car c'est un continent d'où on est parti, d'où mes ancêtres sont partis, où ils ont y été extraits de force avec violence, et que l'on n'a pas quitté avec la même volonté de s'installer en Occident, comme la frange de la diaspora africaine que l'on exhorte maintenant de retourner en Afrique. Oui, depuis plusieurs années, j'ai constitué plusieurs structures pour l'accompagnement et le développement de projets sur le continent africain. Un incubateur, un consortium d'entrepreneurs devenu par la suite une pépinière d'entreprises et bientôt un écosystème d'entrepreneurs africains de la diaspora, mais de manière plus globale, du monde noir. Je ne me suis jamais arrêté à un pays, puisque j'évolue et j'ai commencé par le Sénégal, puis le Congo-Brazzaville, où je me suis fait connaître et reconnaître, en passant par le Mali, le Bénin, le Togo, où j'ai de la famille, la Tanzanie, le Gabon, la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. J'ai même fait un projet sur la Guinée-Conakry. Et les problèmes ont toujours été les mêmes. Des problèmes de financement, des problèmes de main-d'œuvre qualifiée, la précipitation, le manque d'organisation, l'impatience, le manque de résultats, de la médiocrité, du vol, des accidents et beaucoup de déceptions. Mais toujours de très bons souvenirs et de belles rencontres et amitiés que j'entretiens jusqu'à ce jour. Et qui constituent mon carnet d'adresses. Car le réseau de connaissances en Afrique est une chose importante. L'Afrique c'est aussi la dangerosité. On en parle très peu, mais il faut le dire. Et je trouve que cela n'est pas assez mentionné par ceux qui nous demandent justement de revenir en Afrique. 2 de mes partenaires ont failli y perdre la vie sur le terrain. L'une par agression au couteau dans un taxi. Elle en ressort heureusement, fort heureusement même, vivante, mais dépouillée de ses outils de travail, ordinateur et téléphone. Et le second, avec qui j'ai monté donc cette première entreprise au Congo-Brazzaville, cette première usine, toujours au Cameroun, se fait briser les 2 bras et presque une jambe dans un accident de la circulation. Lui en moto, face à un chauffard en camion, 6 mois d'immobilisation et maintenant avec un léger handicap à vie. Tout ça pour l'amour de l'Afrique. Alors pour tous les 2, l'on pourrait dire qu'ils avaient qu'à avoir leur chauffeur et cela fait partie des prérogatives du retour. Mieux considérer les risques en termes de sécurité.
Le pays est dangereux, on le sait. Il est hostile même. Mais il reste toujours agréable et sympathique. Déjà 2 choses que nous faisons mal en retournant au pays. Et ça, il est nécessaire qu'on vous le dise. Avoir des ambitions pharaoniques, ça c'est l'une des choses que l'on a un peu tous. C'est-à-dire qu'on veut acheter des terrains de 50 hectares, 60 hectares, alors que c'est pas dans nos prérogatives scolaires, ou en tout cas de ce qu'on a appris. Vouloir voir trop grand quand on n'en a pas les moyens, c'est le premier secret, et c'est là le premier secret que je vous dévoile. On doit commencer par des petites choses qui vont vous permettre le financement de choses beaucoup plus grandes. Je vais vous donner un exemple simple. Vous allez voir à Douala ou ailleurs, peut-être dans certaines capitales africaines, des Chinois qui vont commencer par vous vendre des beignets dans la rue. Et oui, des beignets. 5 ans plus tard, ils auront une boutique quelque part dans la ville. Et 5 ans encore plus tard, ils auront une usine. Donc d'abord, connaître le marché, puis se créer de la liquidité. Et enfin, installer votre entreprise qui aura suffisamment de trésorerie. Car 90% des projets que j'ai eu à accompagner ou à observer sur le continent n'ont pas de trésorerie et attendent après la banque pour s'en faire. Ce qui n'arrivera jamais. Donc, vous ne pourrez jamais démarrer votre activité. Et si vous puisez uniquement dans vos économies, vous finirez toujours par vous essouffler très rapidement avant de pouvoir maintenir l'entreprise avec ses employés. La deuxième chose qui est mal faite, c'est de ne pas apporter avec nous la culture industrieuse ou la culture d'entreprise que l'on nous inculque en Occident. C'est très bizarre. Une culture industrieuse et d'entreprise dont l'application sur le continent semble être très très laborieux. Oui, nous ne pourrons faire décoller ce continent ni changer notre statut économique sans culture industrielle et donc du commerce extérieur, voire même intérieur, s'il s'agit de conquérir les pays sous-régionaux. Le paradoxe que j'ai constaté est que tout Africain sait pertinemment ce qu'il faudrait pour faire décoller ce continent, mais on n'en a juste pas envie, car nous sommes convaincus de notre invincibilité, de notre invulnérabilité et de notre indestructibilité. L'Africain n'a peur de rien. Il n'a pas peur de disparaître et d'ailleurs, l'on nous répète constamment que l'on sera 2 milliards en 2050, 3 milliards en 2100, donc on pense que on n'a pas d'effort à faire. Nous avons survécu aux razzias négrières, à la colonisation, aux guerres tribales, au Covid. Nous avons exclu la décision de vivre dans la peur, ce qui nous a rendus complètement insouciants, passifs et spectateurs. La vie économique et mondiale nous est complètement étrangère et c'est ce qu'il nous faut remédier pour retourner sur le continent. Alors est-ce une décision sage? Ce qui manque énormément à notre communauté finalement c'est le pourquoi. Un sujet que j'adore, le pourquoi et le comment. Alors le pourquoi et le comment, sans tomber dans la caricature, mais on va devoir en faire un peu. L'Occident a son pourquoi et son pourquoi c'est l'enrichissement, l'accumulation de richesses à ne plus savoir quoi en faire. Ils ne font pas la guerre pour garantir la liberté au peuple, ça c'est ce qu'ils nous disent, mais pour conserver leur position hégémonique mondiale en termes de finances et de pouvoir économique. Voilà pourquoi ils menacent de guerre constamment la Chine, car la Chine est sur leurs bottes en termes de position de puissance économique mondiale. Car le pourquoi de la Chine ou de l'Asie est d'être le meilleur commerçant. C'est là où nous avons souvent une mauvaise analyse sur les intentions de la Chine. La Chine et l'Asie de manière générale, ce qu'ils veulent, c'est vendre. Là encore, l'on retrouve une notion de compétition que l'on ne retrouve pas sur le continent africain. Pourtant, notre pourquoi pourrait être simple, celui de protéger notre capacité à créer et à prodiguer du bonheur aux gens, au travers de la culture, le sport, le bien-être spirituel ou plein d'autres choses. Notre force, elle est là en fait. Et nous sommes un peuple qui permettrait en fait d'équilibrer ce côté, on va dire, stressant des pays nordiques. Voilà, elle est là notre force. Nous sommes un peuple d'équilibre, un peuple qui a une certaine joie de vivre, communicative. Et on peut effectivement monétiser ou en tout cas en faire des économies. Il existe donc des industries que nous aurions dû être leaders. Par exemple, les ICC, l'industrie culturelle et créative, les industries du sport, pour lesquelles l'Arabie Saoudite et le Maroc ont beaucoup investi. De manière personnelle, j'ai beaucoup de doutes sur notre capacité d'innover et de faire adopter des nouvelles technologies au reste du monde.
car pour cela, il faudrait être en contact permanent avec ce public, leur proposer des nouveautés sans cesse renouvelées, améliorées, à des coûts à chaque fois plus bas. Nous n'avons pas cette industrie. Les Asiatiques l'ont. Les Asiatiques sont partis pour rester, à mon avis, les leaders de l'informatique et de l'électronique. Encore très longtemps, et tout se jouera avec l'Occident, qui est elle aussi férue d'objets futuristes, qui vont pouvoir décupler leurs capacités et leur activité. Le retour en Afrique est donc d'abord nécessaire pour protéger notre patrimoine culturel et intellectuel et spirituel. Être en capacité de mieux la canaliser, la monnayer et la faire évoluer. Notre erreur est de vouloir aller en Afrique pour pouvoir s'enrichir, comme nos anciens prédateurs l'ont fait durant presque 2000 ans. Or, nous sommes sur un continent où il y a tout à faire. Les gens survivent, mais ne construisent pas un tissu suffisamment solide qui va contribuer à une prospérité collective. Car c'est qu'avec le collectif qu'on va s'enrichir individuellement. L'Afrique n'est pas pauvre parce qu'elle n'a pas d'argent, elle est pauvre de sa désorganisation et de son manque de cohésion. Pour soutenir la chaîne, je vous demanderai de liker l'épisode, de vous abonner si ce n'est déjà fait et de laisser un petit commentaire. Cette simple contribution vont me permettre d'exister et de pouvoir continuer à vous partager mes analyses ou celles de médias ayant déjà fait le travail, mais dont l'écho sur ma chaîne permettra de mieux vous faire passer le message. Nous allons donc écouter l'homme aux chaussettes rouges, Stanislas Zézé, que j'ai découvert récemment lors d'un forum business et qui intervient auprès de jeunes cadres africains et afrodescendants. Lors d'un débat sur le retour en Afrique, Stanislas Zézé a été invité par la structure Repat Afrique à la Villette. L'échec n'est pas une option. Sinon, rentre pas dans l'entrepreneuriat. L'échec n'est pas une option. Quand vous entreprenez, c'est pour gagner, c'est pour réussir. Maintenant, la question, c'est pas est-ce que je vais réussir, c'est quand est-ce que je vais réussir. Et ça va dépendre de votre capacité à embrasser un certain nombre de valeurs et votre capacité à être résilient et votre capacité à être stratège. Voilà. Intéressant. Que pensez-vous de la jeunesse africaine aujourd'hui? A-t-elle changé? Est-elle différente de celle d'il y a peut-être 20 ans? Je pense que la jeunesse africaine, malheureusement, s'infantilise elle-même. Et elle se laisse infantiliser aussi par les politiciens. Et c'est ça le gros problème, parce que vous avez un continent qui est de plus en plus jeune. Donc en 2030, 60% de la population africaine aura moins de 20 ans. Et donc évidemment, ça veut dire que si les jeunes ne se responsabilisent pas et ne réalisent pas qu'en réalité, ils ont tout un continent à diriger, forcément, on va subir un nouveau type de colonisation. Parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas rendu compte encore, l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Et je crois que tout le monde le sait, sauf les Africains, malheureusement, comme d'habitude. Et donc, pour ça, il faut que cet avenir se fasse avec les Africains sur le continent. Il ne faudrait pas que ça se fasse sur le continent sans les Africains. Et pour ça, il faut que cette jeunesse-là soit responsable. Il faut que cette jeunesse se forme, qu'elle s'organise, qu'elle travaille ensemble pour y arriver. Et c'est un combat. Personne ne vous donnera ça sur un plateau d'argent. Non, ça se prend. Le pouvoir, ça se prend, ça ne se donne pas. Et donc, si les jeunes continuent à s'infantiliser et attendent que ce soit un gouvernement qui organise leur vie, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui organise, ben malheureusement, on finira par être des spectateurs de ce qui va se passer sur ce continent-là. Donc aujourd'hui, je crois que les jeunes devraient chercher à se responsabiliser. Très important. Même si vous avez dit un petit nom, je tiens quand même à le préciser. Alors, vous avez dit l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est vraiment l'avenir ou c'est le présent, finalement? Quand je dis c'est l'avenir, c'est-à-dire quand vous regardez autour de vous, vous regardez tous les autres continents qui sont en train de vieillir, qui en réalité ont atteint, si vous voulez, les niveaux de développement qu'ils devraient atteindre. Aujourd'hui, le retour sur investissement, il est très faible. Et il y a de moins en moins de valeur ajoutée. Et sur le continent, par contre, il y a tout à faire. Et comme il y a tout à faire, forcément, c'est là-bas qu'il y a des valeurs ajoutées, c'est là-bas qu'il y a un retour sur investissement très élevé,
qui a du potentiel, qui a des choses à exploiter. Et donc la vie, c'est sur ce continent-là. Et c'est pourquoi je dis c'est l'avenir. Évidemment, on vit dans le présent, on prépare l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde, à un moment donné, va converger vers l'Afrique. Et d'ailleurs, ça a commencé, vous serez surpris, il y a 2 semaines, j'étais dans un... À Abidjan, maintenant, il y a beaucoup de clubs privés. Les clubs à cigares, les clubs privés. Pour les gens qui pensent qu'ils ont réussi, quoi. Ils vont s'asseoir là-bas, fumer un peu de cigare. Et donc, il y a un Français qui était là-bas qui me dit « Ah, mais tu sais, moi, j'ai fermé mon entreprise à Paris. Là, je suis venu ici. J'ai renvoyé tout le monde. Je suis bien ici. J'ai monté mon business. Ça marche bien. » Je lui dis « Ah bon ?» Il dit « Ouais. » Je dis « Bon, on va commencer à vous demander les visas, alors. » Et je ne serais pas surpris quand tout ce que vous observez aujourd'hui en termes d'immigration sur ce continent-là, qu'on assiste à ça dans 30, 40 ans, ce que j'appelle reverse immigration, où on aura des nounous allemandes et françaises, des cuisiniers danois. Et si, vous rigolez, mais ça va arriver. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que, et si les Africains, ou les jeunes Africains d'ailleurs, ne prennent pas conscience de ça, justement, ils ne seront pas prêts. Et c'est ce que je dis, on va se retrouver dans une logique où on sera dans un autre type de colonisation, beaucoup plus soft, beaucoup plus raffiné, mais on sera nous toujours en train de subir. Donc on parle de l'Afrique, qu'en est-il de la diaspora? Est-ce que la diaspora, selon vous, doit rentrer? La diaspora doit contribuer en tout cas. Les Africains doivent exceller partout où ils sont. Tout le monde n'a pas besoin de rentrer, il y a des gens qui ont leur réalité ici. Mais il faut s'organiser. Je ne peux pas comprendre que les afro-descendants sont sur le continent européen, sur le continent africain, sur le continent américain, et en réalité, ils n'ont aucun pouvoir politique, aucun pouvoir économique. Ils ont chacun un petit pouvoir économique, mais zéro pouvoir politique, zéro pouvoir économique sérieux. Vous savez, beaucoup de gens de la diaspora se plaignent toujours en disant « Ah ouais, mais les leaders africains ne nous font pas appel, ils ne nous écoutent pas alors qu'on a beaucoup à apporter. » Mais vous avez quoi à apporter? Honnêtement. Si vous aviez des choses à apporter, croyez-moi, vous aurez contacté. Ce que vous avez à apporter, c'est 2 choses. Pouvoir économique, pouvoir politique. Et comment vous apportez un pouvoir politique? Vous savez que les Africains sont très dépendants de l'Europe, en ce moment en tout cas. Et que les politiques vers l'Afrique sont des politiques des fois qui sont des politiques préconçues, avec des idées préconçues, des politiques biaisées. Mais si vous, les gens de la diaspora, qui êtes français, qui êtes allemands, qui êtes danois, pouvez influencer ces politiques-là, évidemment, vous représentez quelque chose pour l'Afrique. Mais si vous ne pouvez pas, non, vous ne représentez rien. Si économiquement, au lieu que les Africains soient en train de faire des Eurobonds, au lieu que les Africains soient en train de signer des programmes avec le FMI pour avoir des milliards d'euros, ou avec la Banque mondiale, si vous, les diasporas, vous avez des fonds d'investissement de la diaspora, de gros fonds, où vous pouvez acheter des obligations d'État en Côte d'Ivoire, en Zambie, au Cameroun, ils n'ont pas besoin d'être sous le diktat du FMI parce que vous financerez les économies africaines. Oui, à ce moment-là, ils vous écouteront. Mais si vous faites ni l'un ni l'autre, je suis désolé, ils ne vous écouteront pas. Et si, parlant de pouvoir politique, les gens de la diaspora disaient, parce qu'ici en France, on vous dit le communautarisme, c'est pas bon, mais c'est juste pas bon pour les Africains. Les Juifs vivent en communauté, les Sri Lankais, tous ces gens, enfin les Asiatiques et tout ça. Pourquoi pour les Africains c'est mauvais? À un moment donné, il faut poser les questions de pourquoi on brime les Africains. Pourquoi? Pourquoi les Noirs sont toujours sujets de, si vous voulez, d'une espèce de diabolisme? Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont peur de nous, parce que nous sommes trop forts. Mais ce qu'ils ont compris, c'est que nous ne sommes pas unis.
c'est que nous n'avons pas la capacité de travailler ensemble et de nous organiser. Donc évidemment, on sera toujours faible. Toujours faible. Si les Africains, ici en France, je ne sais pas combien d'Africains il y a en France ici, qui sont français, ceci dit, si tous les Africains français de France votaient ensemble, je vous promets que vos leaders, on les inviterait chaque semaine à l'Élysée déjeuner et leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ce que la France doit faire en Afrique. Mais si vous ne représentez pas de pouvoir politique, les gens ne se préoccupent pas de vos problèmes. Vos problèmes n'intéressent personne parce que vous n'avez aucune influence. Si vous pouvez faire sortir le président, si vous pouvez décider, vous, de qui sera président en France, on va écouter vos problèmes, on va regarder vos problèmes, on va résoudre vos problèmes. Mais c'est ça le pouvoir politique. C'est simple pourtant. Mais malheureusement, la diaspora n'y arrive pas. Donc la diaspora peut avoir un impact politique et économique exceptionnel sur le continent si elle décide de l'avoir. Ça, ce sont des paroles. On peut applaudir vraiment. Parlons Pognon, c'est fini pour aujourd'hui. Parlons Pognon est votre émission économique et géostratégique qui parle climat des affaires et entrepreneuriat avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Avec vous donc, mes chers éditeurs. Son but, vous sensibiliser aux arcanes de la prédation économique que subit et continuera à subir le monde noir et son continent originel, Kama, tant qu'ils ne sauront pas se défendre efficacement sur le théâtre de la guerre économique. Je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Ciao, ciao. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.